Sur cette chaîne, on a parlé à plusieurs reprises de spécisme. Et dans cette vidéo, on va prendre le temps de définir ce mot, parce que dans la prochaine, on va revenir sur la psychologie du spécisme, du coup il fallait bien éclaircir le terme avant ça. On va partir sur les définitions les plus communes, et on va avoir ensuite des définitions plus précises en faisant appel à plusieurs disciplines, avec une définition éthique, une définition sociologique et une définition psychologique. Bon, en pratique, tout n'est pas aussi cloisonné, mais c'est pour faciliter la compréhension. Commençons par la définition la plus répandue. Le spécisme, c'est la discrimination sur le critère d'espèce. On va par exemple accorder une valeur morale supérieure ou traiter différemment les êtres en fonction de leur espèce. Souvent, on considère que les intérêts des humains ont plus d'importance que ceux des autres animaux, et qu'on peut donc les tuer, les utiliser pour des loisirs, pour le plaisir de les manger, etc. Le spécisme, il peut désigner à la fois le suprémacisme humain, où l'humain compte bien plus moralement que tout le reste, voire que c'est le seul être qui a un statut moral et que le reste n'a d'intérêt que si c'est utile aux humains, et le fait de hiérarchiser les autres espèces entre elles, par exemple en favorisant les chats et les chiens par rapport aux cochons et aux poules. Le terme de spécisme a été construit en analogie avec le racisme et le sexisme. Comme on l'entend souvent, le spécisme est à l'espèce, ce que le racisme est à la race, ce que le sexisme est au sexe ou au genre. Donc tout comme on est raciste si on privilégie les blancs par rapport aux noirs, ou sexiste si on privilégie les hommes par rapport aux femmes, on est spéciste si on privilégie les membres d'une espèce par rapport aux membres d'une autre espèce. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas les analogies, l'analogie entre le spécisme et les autres discriminations ne revient pas à dire que le spécisme est en tout point identique au racisme et au sexisme. Faire une analogie, montrer des similitudes, ce n'est pas affirmer que tout est identique. Chaque discrimination a des spécificités, évidemment, mais ça n'empêche pas d'avoir des points communs. Quand un groupe discrimine un autre sur un certain critère, on peut le comparer avec d'autres groupes qui font aussi une discrimination, mais sur un autre critère. C'est un simple raisonnement logique et ça n'invisibilise en rien les spécificités de chaque oppression. On peut faire ce parallèle avec toutes les discriminations où, à chaque fois, certains groupes sont privilégiés vis-à-vis d'autres groupes sur un critère arbitraire. Quand on parle de discrimination, de considérer les individus différemment selon leur espèce, on parle de comportement, d'idéologie. C'est des points qu'on peut étudier sur le plan psychologique. On peut chercher à voir si les gens, en tant qu'individus, sont spécistes. Et je précise, quand on étudie le spécisme de point de vue psychologique, on est uniquement sur du descriptif. On n'est pas là pour se demander si le spécisme est acceptable ou non, s'il est juste ou injuste. On étudie factuellement le spécisme chez les individus, tout comme on pourrait étudier factuellement le racisme ou le sexisme. Dès les premiers usages du terme spécisme, il y avait une dimension psychologique. D'ailleurs, Richard Ryder, le premier à avoir utilisé le terme, était psychologue. Et Peter Singer, qui l'a ensuite popularisé, définissait le spécisme comme un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces. Là encore, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas les analogies, le parallèle entre les différentes discriminations est tout à fait pertinent. Comme on l'avait vu dans cette vidéo, les études de psychologie montrent que les différentes oppressions ont de nombreux points communs dans leur structure, avec un système de croyances et de préjugés et des arguments similaires. En plus du fait qu'il y ait des corrélations significatives entre l'adhésion au spécisme et d'autres idéologies discriminantes, comme le racisme ou l'orientation à la dominance sociale. En psychologie, on distingue trois composantes de l'oppression. La composante comportementale, la discrimination, la composante affective, le préjugé, et la composante descriptive, les croyances dont les stéréotypes. Ces croyances peuvent être des croyances normatives avec un jugement de valeur, comme par exemple la croyance en une hiérarchie entre les groupes, mais aussi des croyances descriptives qui servent à dévaloriser les groupes infériorisés. Par exemple, la croyance que les membres de cet autre groupe sont moins intelligents que ceux de notre groupe, qu'ils sont sales ou encore d'autres traits négatifs. Pour les animaux, ça peut être aussi le fait de croire qu'ils ne ressentent pas la douleur, qu'ils sont stupides, qu'ils n'ont pas d'émotions, etc. Bref, quand on parle du spécisme comme une idéologie, d'un préjugé ou d'une attitude, c'est bien une variable psychologique, puisqu'on peut se demander si les gens adhèrent ou non à cette idéologie, ces préjugés, etc. Et d'ailleurs, des psychologues ont justement établi une échelle du spécisme pour mesurer si les gens sont spécistes, et à quel point. Oui, là encore, tout qu'on peut mesurer si les gens adhèrent à des idées racistes ou sexistes. Dans cette échelle, on a donc des items qui vont mesurer l'attitude des gens vis-à-vis des animaux, avec par exemple des questions comme « les humains ont le droit d'utiliser les animaux comme ils le veulent » ou « il est moralement acceptable de tuer des animaux, même si ce n'est pas nécessaire à notre propre survie ». Cette définition psychologique est très centrée sur les individus. On a ce critère d'espèce auquel on peut adhérer ou qu'on peut rejeter, et chacun de nous peut avoir plus ou moins de croyances spécistes, de préjugés spécistes, etc. C'est très intéressant, mais cette idéologie spéciste, elle vient d'où ? Elle n'est pas issue d'une réflexion individuelle, où les gens, selon leur personnalité et leur réflexion morale, déterminent s'il faut être spéciste ou pas. Non, le spécisme, il s'inscrit dans une société. Il faut le remettre dans son contexte historique et culturel. En France, on a un spécisme qui accorde plus d'importance aux chiens qu'aux vaches. C'est acceptable de tuer et manger une vache, mais c'est socialement inacceptable de tuer et manger un chien. Mais dans d'autres pays, ou à d'autres époques, ça peut être différent. Dans le spécisme, il y a donc une composante culturelle. Votre attitude vis-à-vis des animaux n'aurait pas été la même
si vous étiez né à une autre époque ou dans un autre lieu. Et le système de préjugés et de croyances qui compose le spécisme dans sa définition psychologique est indissociable de son contexte social. Les croyances qu'on a vis-à-vis d'un groupe, telles que les stéréotypes, ne sortent pas de nulle part, mais servent à légitimer le rapport social en place. Donc le spécisme n'est pas réductible à une idéologie personnelle, une éthique individuelle. C'est un système. Et c'est ce qu'on va voir dans la définition sociologique. Si on reste à l'échelle individuelle, on trouvera sans doute quelques personnes dans le monde pour dire que les poissons comptent plus que les humains. Ici, il y aurait donc un spécisme sur le plan psychologique, mais il n'y aurait pas un système social spéciste pro-poisson. Dans la société actuelle, le spécisme qui est majoritaire et qui est omniprésent dans la société, c'est pas le spécisme pro-poisson, c'est le spécisme qui place l'humain en priorité et où les poissons sont réduits à des biens de consommation. D'ailleurs, c'est en ce sens qu'on entend souvent la phrase « le racisme anti-blanc n'existe pas ». Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, il n'existe aucune personne anti-blanche qui considère que les blancs valent moins et qu'on peut les traiter moins bien, ni qu'aucun blanc n'est discriminé par sa couleur de peau, mais le racisme à l'échelle de la société, le racisme systémique, il est bien favorable aux personnes blanches et défavorable aux personnes noires. Le spécisme en tant que système, il va donc au-delà des simples comportements et idéologies personnelles. Il comprend tout de même ces comportements et idéologies, mais comme des normes et des pratiques culturelles. En sociologie, quand des comportements ou des idées sont ainsi répandus, c'est ce qu'on appelle des faits sociaux. Les pensées et les pratiques spécistes s'inscrivent dans une culture et une société spéciste, une société dans laquelle l'exploitation animale est omniprésente. Tellement que ça peut même rendre difficile de ne pas se conformer à cette culture dominante. Exemple, en France, la grande majorité des restaurants n'ont même pas un seul menu sans produits animaux. Ces pratiques, ces idées, ces valeurs spécistes, elles sont transmises dès l'enfance par notre entourage, par l'école, la religion, les médias, la publicité, et même le langage avec des expressions spécistes, etc. La culture se transmet et le spécisme est aussi un héritage culturel. De nombreux plats traditionnels reposent sur la consommation de corps d'animaux, et dans la société, on utilise les animaux pour tout et n'importe quoi. Que ce soit pour l'alimentation ou pour d'autres usages comme le divertissement, les cosmétiques, les habits, on utilise même des peaux d'animaux pour faire des sacs et des canapés. Et je ne vous fais même pas toute la liste parce qu'elle serait gigantesque. Au-delà de cette culture spéciste, on a tout un système économique basé sur l'exploitation animale, avec donc des personnes qui ont un intérêt personnel et financier à ce que ce système perdure et s'accroisse. Et ce système économique est indissociable du système culturel. Par exemple, il y a des acteurs économiques qui ont un intérêt personnel à ce que vous mangez de la viande, en finançant des publicités pour véhiculer une image positive de l'exploitation animale, avec notamment la suicide food, où on voit les animaux contents de se découper ou de se faire cuire. Ou encore le lobby laitier ou le lobby de la viande Interbev qui vient dans les écoles sous couvert d'éducation à la nutrition pour faire de la propagande sur l'importance de manger des produits animaux. Ces comportements et cette économie spéciste, elle n'est possible évidemment que parce qu'il y a un spécisme institutionnalisé. Par exemple, le spécisme se retrouve aussi dans les lois. Il est illégal de tuer un humain, illégal de tuer un chien, enfin, sauf si c'est pour de l'expérimentation animale, ou s'il est malade, mais il y a des gens qui sont payés aux frais du contribuable pour tuer des cochons. Et oui, il y a de l'argent public là-dedans, et même un plan de relance pour financer les abattoirs, ça c'est de l'argent public bien investi. Merci Macron. Il est parfaitement légal aussi de chasser certains animaux avec du plomb ou à l'arc. Mais il est illégal de planter des lames dans le corps d'un taureau dans une arène, en fait non, ça vous avez le droit, mais uniquement si c'est fait dans un des départements du Sud qui ont une dérogation pour ça. Et ce qui est intéressant à noter aussi sur ce versant législatif du spécisme, c'est que non seulement les lois sont très défavorables aux animaux, et les lois supposées minimiser les souffrances animales ne sont pas hyper ambitieuses, mais même quand ces lois ne sont pas respectées, ce qui arrive régulièrement, il y a souvent une impunité, un laxisme législatif, ce qui témoigne également d'une institutionnalisation du spécisme. Et là encore, le spécisme institutionnel n'est pas dissociable du contexte culturel, puisque ce versant institutionnel est lui aussi alimenté par le spécisme des individus qui le composent et le produisent. Il n'est pas non plus dissociable du contexte économique, puisque les lobbies peuvent aussi influencer les décisions politiques. Pour plus de détails sur le spécisme systémique et ses composantes culturelles, économiques et institutionnelles, vous pouvez aller voir l'article de Sarah Zanaz sur l'amorce. L'essentiel à retenir ici, c'est que le spécisme est un système social, un système d'appropriation, d'exploitation et de marchandisation des individus. Les humains et les animaux sont des classes sociales antagonistes, avec un rapport de domination où les animaux sont exploités et utilisés dans des proportions gigantesques dans l'intérêt des humains. Comprendre que le spécisme est un système est nécessaire pour réfléchir aux actions politiques à mener. Le spécisme n'est pas juste une problématique individuelle, et pour avancer, il faudra des changements systémiques. Comprendre les difficultés et les freins au changement, les résistances culturelles et psychologiques, les intérêts financiers, les opposants et alliés politiques, les dynamiques culturelles, politiques et économiques en jeu, ce qui maintient le spécisme, etc., c'est nécessaire pour le combattre. Et pour aller un peu plus loin sur cette définition sociologique, ce qui est important à saisir ici, c'est que l'espèce est bien une catégorie sociale et non pas tellement une catégorie biologique.
tout comme la race ou le genre sont des catégories sociales qui ne renvoient pas tout à fait à des groupes biologiques. Pour illustrer ça, quand on dit de certains humains qu'ils sont des animaux, c'est forcément dans un sens qui n'est pas biologique, sinon ce serait trivialement vrai. Et quand on dit par exemple de certains humains qu'ils ne sont pas humains, ou inversement qu'ils ne sont pas des animaux, c'est encore dans un sens qui n'est pas biologique, sinon ça serait évidemment faux. La déshumanisation, qui comprend l'animalisation, est un processus social qui renvoie l'autre à une position sociale dévalorisée. La dichotomie hiérarchique entre l'humanité et l'animalité est une catégorisation sociale qui sert à légitimer la domination envers les individus animalisés. Individus animalisés qui peuvent être des animaux non humains, mais aussi des humains animalisés. Je ne détaille pas plus là-dessus, j'en avais déjà un peu parlé dans la vidéo Humanisme antispécisme, et je vous renvoie à nouveau vers le travail d'Axel Pleus-Bror qui détaille ça. Les définitions psychologiques et sociologiques qu'on vient de voir sont purement descriptives. Elles visent à comprendre comment le spécisme se matérialise dans la société, dans la culture, les idéologies, les comportements, comment observer le spécisme, le mesurer, etc. Mais elles ne répondent pas à la question « est-ce que le spécisme est bien ou pas, s'il est moralement acceptable ?» Ces questions-là, c'est à la philosophie morale d'y répondre. D'un point de vue éthique, le spécisme est une discrimination injuste et très difficile à justifier. Le critère d'espèce sur le plan moral est arbitraire, puisqu'il n'y a aucun rapport entre l'espèce et la considération morale à avoir. Le fait qu'il existe des différences biologiques entre espèces, c'est purement descriptif. Ça n'implique rien sur le plan moral. Tout comme d'autres différences biologiques, telles que la couleur de peau, le sexe ou même la taille du nez, toutes ces différences n'impliquent en rien une différence de considération à avoir. En ce sens, l'antispécisme s'oppose au spécisme en affirmant que le critère d'espèce n'est pas pertinent moralement, qu'il n'est pas justifié d'avoir une considération morale différente des individus selon leur espèce. Je ne détaille pas davantage pourquoi le spécisme est injustifiable moralement, je n'avais déjà parlé dans la toute première vidéo, et il y a pas mal d'autres contenus là-dessus sur YouTube, par exemple dans cette vidéo de Monsieur Phi. Pour conclure, le spécisme, comme les autres oppressions, c'est un rapport d'exploitation et d'appropriation, dans lequel un groupe, ici les humains, en utilise un autre, les animaux, à ses propres fins. C'est un système social avec des composantes culturelles, institutionnelles et économiques. C'est aussi un ensemble de stéréotypes et de préjugés selon lequel les humains sont supérieurs et ont plus de valeur que les individus des autres espèces. Et ce système de croyances sert à légitimer l'ordre social en place. On peut ajouter que le spécisme est une discrimination injuste. Sur le plan éthique, les arguments spécistes ont été débunkés depuis bien longtemps. Comme on l'a vu, le spécisme comme idéologie n'est pas tellement issu d'une réflexion éthique personnelle. Il résulte plutôt d'une éducation, d'un conditionnement, etc. Mais quand même, ça reste intriguant de pourquoi tant de gens adhèrent au spécisme et pourquoi c'est si dur d'en faire comprendre le problème. Et pourquoi même des gens très rationnels sur d'autres sujets se mettent à dire n'importe quoi dès qu'on aborde ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas genre un processus psychologique qui rendrait difficile la remise en question et qui ferait qu'on s'accroche au spécisme ? Rendez-vous le mois prochain, on va plonger en détail dans les études de psychologie sociale sur la dissonance cognitive relative à la viande.